Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Monter un nouveau produit d'assurance, le challenge génial d'Uncle pour aider les locataires. Mathieu Luneau, CEO et cofondateur d'Uncle à Paris. Donc en fait, un propriétaire va pouvoir sélectionner un locataire Uncle en se disant ce locataire-là, peu importe son statut, va pouvoir me protéger contre tous les impayés de loyer. Parti sur une carrière toute tracée comme avocat en M&A, Mathieu a décidé de tout lâcher pour monter sa boîte dans l'AssurTech. Cet épisode est particulièrement intéressant pour comprendre les métiers de l'assurance, le rôle du courtier et la collaboration entre un acteur historique de niche du marché, Sada, et une jeune start-up. Si vous ne connaissez rien à ces métiers, cet épisode est pour vous. Mathieu nous explique comment lui et ses associés ont été amenés à collaborer avec l'assureur, comment le produit a été conçu puis développé. Très novateur dans leur approche, ils résolvent un pain point notable qui est celui de la garantie que les locataires peuvent apporter à leurs propriétaires lorsqu'ils louent un bien immobilier. Après une levée de fonds menée auprès de différents business angels, Uncle a su mettre en place une offre diversifiée en B2C mais également B2B. Je suis ravie d'avoir pu approfondir le sujet. Je vous encourage à l'écouter si vous êtes intéressé de découvrir les opportunités de développement du business en AssurTech. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Solène. Alors merci d'être aujourd'hui sur FinScale pour nous parler d'AssurTech. Alors j'ai pas beaucoup eu d'AssurTech depuis le lancement, donc je suis très contente qu'on parle du sujet aujourd'hui. On parle bien donc d'Uncle, la société que tu as cofondée, et pas du collectif hip-hop que tout le monde connaît. Avant qu'on en parle, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et alors expliquer pourquoi tu es passé du M&A à l'entrepreneuriat? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Tout à fait. Bonjour à tous et merci pour l'invitation Solène. Je suis Mathieu Luneau, le CEO d'Uncle. Uncle, je l'ai monté il y a 3 ans et en effet, pendant les 3 premières années, pendant les 3 années d'avant plutôt, j'étais avocat en M&A. Donc le passage est en effet un peu bizarre. J'avais toujours eu l'envie d'entreprendre. J'avais un petit carnet qui existait pendant mes années d'avocat dans lequel je mettais toutes mes notes. Et en fait, la raison principale... Quoi, tes idées de boîte ? Ouais, mes idées de boîte. Et en fait, la raison principale qui m'a mené à l'entrepreneuriat, c'était la difficulté qu'avait le secteur juridique à se réinventer et tout le secteur juridique qui est assez réfractaire de base à l'innovation. Donc en fait, je trouvais qu'on n'avait pas des process optimisés et j'avais un peu l'impression de louper la vague de l'innovation et j'avais envie de faire ma boîte, d'avoir mes propres process, d'avoir des process optimisés et à la fois répondre à un besoin des utilisateurs, mais également une gestion du travail qui était propre à moi. Alors du coup, t'as pas innové dans la legal tech ? J'ai pas innové dans la legal tech. Ça a été une question que je me suis posée. Tout simplement pour une raison, et s'il y a des auditeurs qui sont là-dedans, des entrepreneurs qui essayent de monter des boîtes dans la legal tech, c'est très très compliqué. Tout simplement parce que les cabinets sont encore à des années-lumière de l'innovation. C'est des gens assez risques-adverses qui du coup vont embrasser l'innovation au moment où elle est déjà validée. Donc on parle limite même plus d'innovation. Il est déjà temps qu'il y ait d'autres choses qui arrivent sur le marché. C'est pas les early adopters alors. C'est pas du tout les early adopters et donc pour ces différentes raisons et peut-être l'envie aussi de voir d'autres secteurs, je me suis dirigé plutôt vers l'immobilier qui était vraiment quelque chose que j'adorais. Et l'assurance parce qu'il y avait pas mal de belles choses à faire et j'avais pas mal bossé pour des gros assureurs en tant qu'avocat et je voyais toute la plénitude des choses qu'il était possible de faire. Parfait. Écoute, donc un grand merci d'être là aujourd'hui. Avant qu'on avance et qu'on comprenne mieux ce que vous faites chez Uncle, est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux au niveau de l'AssurTech pour nous donner un petit peu les grandes tendances en ce moment dans l'AssurTech ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans l'InsurTech, dans l'AssurTech. Nous, on a choisi, et je vais parler de la tendance qui s'est dégagée pour nous, pour après prendre une vision un peu plus globale. On a vu qu'il y avait des gros manques côté accès au logement, principalement focalisé sur une assurance qui existait, qui est une assurance loyer impayé,
et qui, de par ces conditions, excluait pas mal de locataires des conditions d'accès au logement, tout simplement parce que les assurances loyers impayés, telles qu'elles sont construites actuellement, obligent, là je vais être un peu manichéen, mais volontairement, les gens à avoir au moins 3 fois le loyer et à être globalement en CDI. Donc en fait, un produit d'assurance va avoir des conséquences assez importantes en termes de société et en termes d'accès au logement. Donc c'était une problématique qui nous touchait particulièrement. En tant qu'associés, on avait tous plus ou moins vécu cette problématique-là, et on savait que en travaillant avec des assureurs pour créer un produit spécifique d'assurance pour permettre aux locataires d'accéder plus facilement à un logement, il était possible de régler cette problématique primaire. Les grosses tendances, qui d'ailleurs se rapprochent plus ou moins de celles qu'on peut vivre chez nous, point de vue location, elles existent également côté vente. Quand en fait tu es obligé, notamment c'est les assurances liées au prêt. Donc t'as beaucoup de législation en ce moment qui arrive sur l'assurance emprunteur, où t'as un amendement qui est passé là récemment pour permettre à tout emprunteur de résilier son assurance c'est quoi, du jour au lendemain. Restant dû, c'est ça? Le solde restant dû? C'est pas le solde restant dû, en fait. Quand tu empruntes de l'argent pour un achat immobilier, tu prends une assurance qui est obligatoire, qui s'appelle une assurance emprunteur, et généralement c'est des conditions de vente un peu archaïques. T'as des gros partenariats qui existent entre les banques et les assurances, et parfois même une banque assurance qui donc vend son propre produit. Oui. Et donc tu te retrouves à avoir un taux généralement d'emprunt qui est assez intéressant, mais une assurance derrière qui est hyper élevée en termes de frais, et avec des conditions de sortie qui ont été de plus en plus favorisées, mais qui sont assez compliquées. Donc voilà, tu as pas mal de choses à faire qui, globalement, dans l'idée, concernent l'accès, soit au logement, soit au crédit. Donc l'accès à des conditions est pour moi un des domaines hyper important, mais après tu as plein de belles choses qui se passent. On voit le gros travail qui est fait côté Alan sur l'assurance santé. Donc ils ont créé leur propre assurance qui est une mutuelle de santé, et donc là ils viennent tacler le problème de l'accès aux soins en permettant d'être la seule app que tu puisses avoir pour gérer ta santé. Donc voilà, les domaines en termes d'assurance sont hyper variés. On peut en parler longtemps. On peut passer tout le podcast à parler non, mais je voulais des grosses avoir tendances. un petit peu ton opinion. Voilà, en tout cas, pour revenir sur l'idée de base d'Uncle, c'était vraiment réussir à réparer un peu l'injustice qu'il y avait de par un produit d'assurance qui était conçu dans le but de fluidifier un accès au logement en permettant aux propriétaires qui le souhaitaient d'être assurés contre les impayés de loyer, mais qui, par ses effets, était complètement perverti dans l'idéologie même, et avait des conséquences indirectes assez importantes sur les locataires. Actuellement, quand tu veux t'assurer en tant que propriétaire, comment tu fais? Alors, l'assurance loyer impayé, c'est un produit qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années, qui est principalement distribué via les agences immobilières, et avec des conditions un peu floues. Donc en fait, généralement, en tant que particulier, tu vas avoir assez peu de possibilités d'avoir ces assurances-là en direct. Tu vas généralement passer par ton agence immobilière. Et après, c'est généralement assez simple. Une fois que tu passes par ton agence immobilière, c'est une étude de dossier par ton agence immobilière qui voit si oui ou non le locataire correspond aux conditions de l'assureur. Et donc c'est là le principal élément important, c'est l'assureur qui détermine en fait les conditions d'accès au logement, ce qui est en soi assez aberrant. Alors du coup, les agences immobilières deviennent agents d'assurance ? Ils le peuvent. Alors agent d'assurance, non, c'est un terme vraiment spécifique. Tu as plusieurs catégories qui existent de métiers dans l'assurance. Un agent d'assurance va être une personne qui va être dédiée à une compagnie donnée. Généralement, les agents immobiliers qui distribuent de l'assurance sont courtiers. Ils ont un petit agrément ORIAS qui est assez simple à obtenir, et ils sont du coup intermédiaires en assurance. D'accord. Tu as une idée du nombre de propriétaires qui actuellement prennent ce type d'assurance ? Tout à fait. Les chiffres, les derniers chiffres de l'INSEE parlent de 15 à 20% des propriétaires. Tant que ça, j'aurais pas pensé. Ouais. Ce qui est assez large par rapport en fait aux conditions d'accès à cette assurance-là.
mais ce qui est en même temps assez faible quand tu penses à tous les logements qui existent sur le parc. Il y a à peu près 12 millions de logements qui sont dédiés aux locataires aujourd'hui en France, sur 36 millions de logements. Il y a un taux de rotation d'une fois à peu près tous les 3 ans. Donc tu as à peu près 4 millions de locations par année. Donc tu peux te dire légitimement, ok, pourquoi cette assurance qui en soi correspond à un vrai risque potentiel. La crainte des impayés, c'est la crainte principale des propriétaires avec les dégradations locatives. Ouais. Pourquoi elle n'est prise en fait que par un propriétaire sur 5? Ouais, moi je pensais que c'était même moins, tu vois. Ouais. J'avais pas en tête que c'était 15 à 20%. Et au niveau corporate, on en a parlé en préparation de l'entretien, mais je voulais que tu précises ça. Les contraintes ne sont pas les mêmes, j'imagine. C'est-à-dire une société qui loue à une autre société des locaux. Ouais, tout à fait. Alors, côté corporate, c'est en effet assez différent. Pour une société qui loue des bureaux, tu vas avoir également un concept de dépôt de garantie. Mais tu vas surtout avoir ce qui correspond un peu à des mécanismes qui existent chez les particuliers de caution. Tu vas avoir un mécanisme qui s'appelle une garantie à première demande, qui est une somme qui va généralement de 6 mois à 12 mois, qui est bloquée sur un compte bancaire. Donc c'est un peu là l'aberration. Cette somme bloquée va permettre de constituer une garantie pour le propriétaire qui va pouvoir du coup puiser dedans si jamais toi, en tant que société, tu ne t'acquittes pas de tes loyers en temps et en heure. D'accord. Et les principaux acteurs de ce type d'assurance en France, c'est qui ? De ce type d'assurance côté locataire, côté propriétaire, hein. Côté propriétaire ouais. particulier, tu entends. Ouais, ouais. Alors, tu as des gros groupes qui sont généralement des gros courtiers. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a eu pas mal de questions là-dessus, notamment des fonds d'investissement avec lesquels on a pas mal discuté lors de notre première levée de fonds, qui nous demandaient mais qu'est-ce qui empêche un assureur de lancer sa propre assurance et pourquoi ils sont obligés de passer par des intermédiaires comme vous. Et en fait, la grande majorité du marché aujourd'hui passe par des courtiers qui sont en fait des gens qui sont des intermédiaires en assurance. Et pourquoi ? Parce que le métier de l'assurance aujourd'hui, c'est un métier d'analyse du risque. Donc, c'est des gens qui vont pricer des contrats en se demandant si la prime va correspondre au niveau de risque qu'ils prennent. Et derrière, ils utilisent des courtiers qui sont en fait des sortes de commerciaux et des gestionnaires qui vont créer des vrais réseaux de distribution. Donc, ils vont aller chercher soit du particulier, soit de l'entreprise, etc. Et qui vont gérer derrière toute la mécanique liée au contrat. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans un schéma où l'assureur est là pour prendre le risque économique des potentiels sinistres et où il y a une personne qui est généralement un courtier. Après, tu peux avoir différentes strates qui existent là-dessus, on pourra revenir dessus si ça t'intéresse, qui va gérer en fait toute la mécanique derrière, la souscription et la gestion du sinistre. Tout à fait. Et ce schéma-là est semblable sur les différents pays européens, en Belgique, au Luxembourg. Tu vas retrouver ces problématiques aussi. Tout à fait. Alors là, pour le coup, je pourrais pas te parler aussi bien de tous les pays, mais je sais notamment qu'au UK, c'est des problématiques assez similaires qui existent avec ce qu'on appelle des MIA. Ça veut dire quoi ? Et voilà. Alors, très bonne question. C'est des espèces de mandataires intermédiaires d'assurance à vérifier. J'ai pas d'aide dans mon oreillette pour te donner la bonne réponse là-dessus. Voilà, mais ça fonctionne à peu près pareil. D'accord. Parfait. Alors, si on parle de Uncle, la société existe depuis pas si longtemps que ça. Tout à fait. Vous êtes combien de cofondateurs ? On est 3 cofondateurs. La boîte a été créée en fin juin 2018. Et c'est intéressant là-dessus parce que tu parlais au début de ton épisode de je suis content d'avoir une InsurTech et pour le coup ça correspond vraiment à une typologie de boîte assez spéciale parce que en tant qu'InsurTech, on est obligé de faire une sorte de partenariat avec un assureur et donc ça veut dire que le début de la vie de ta boîte, tu crées un dossier auprès de l'ORIAS qui est donc un organisme de régulation qui te permet d'avoir un agrément pour exercer ton activité de courtier. Mais derrière, tu dois convaincre une compagnie de te suivre dans ton projet. Et nous, en l'occurrence, un courtier classique va généralement aller solliciter différents assureurs pour prendre un produit qui existe sur une étagère. Nous, on s'est mis à un niveau de complexité supplémentaire qui était on a un projet d'innovation
qui est de faciliter l'accès au logement. Faciliter l'accès au logement, ça passe par créer un produit côté locataire pour leur permettre ce but-là. Et donc, on est allé pitcher en fait notre solution aux différents assureurs avec une difficulté supplémentaire qui est, en fait, malheureusement, c'est un projet qu'on a, mais comme on n'a pas encore le produit, on n'a pas encore de clients. Donc, on vous promet que ça va fonctionner. C'est la poule et l'œuf. Voilà, exactement. Mais il faut nous suivre là-dessus. Et en fait, tu as une vraie problématique derrière qui est pourquoi un assureur qui a déjà plusieurs milliards de fonds propres, qui fait déjà plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de bénéfices, va s'intéresser à une jeune start-up qui a même pas encore débuté et qui veut lancer une ligne de produits différente. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne, mais je te l'ai dit quand on a préparé cet entretien, c'est de justement voir se réunir des acteurs traditionnels qui servent ce besoin depuis un certain temps avec des startups qui innovent. Quand vous avez monté ce produit, comment vous y êtes pris? Donc vous êtes allé pitcher, comme tu le dis, auprès des assureurs. Vous avez fini par en trouver un avec lequel vous avez monté ce produit-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont... C'est Sada, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui a fait qu'ils aient décidé de faire ce produit-là avec vous et comment ils l'ont construit? Et si tu peux juste me permettre aussi de comprendre ça, vis-à-vis de la CPR, est-ce qu'il a fallu faire des démarches particulières pour faire valider ce produit-là? Est-ce que tu peux nous décrire ces éléments-là? Tout à fait. Alors, côté Uncle, qu'est-ce qui s'est passé? On a, comme toute startup, conçu un deck de présentation, donc du coup un peu plus élaboré qu'un deck qu'on peut présenter en levée de fonds. On a construit un gros BP pour leur montrer quelles étaient les implications à la fois en termes de chiffres potentiels ramenés, donc en CA pur, en volume d'affaires, etc., mais également un BP sur le risque potentiel qu'on allait prendre. Donc là, c'était des logiques assez différentes parce que à la fois, tu es obligé d'être hyper optimiste dans un BP pour présenter un produit qui va avoir de l'intérêt à des assureurs, mais en même temps, dans ton BP, tu peux pas non plus partir dans tous les sens parce que derrière, si tu amènes un risque qui est énorme, les assureurs risquent, ils prennent peur. Risquent de prendre peur et donc de fuir grandement. Le produit, comme je te l'ai dit, n'existait pas dans la bibliothèque. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les produits qui pouvaient se rapprocher du mien, et notamment les assurances loyers impayés. Donc j'ai regardé les différentes dispositions, comment les contrats étaient construits. Donc généralement, dans un contrat d'assurance, tu as des dispositions générales qui s'appliquent du coup généralement à tous tes assurés, et derrière des dispositions particulières. Et donc j'ai essayé de proposer les dispositions particulières. Les dispositions. Donc tu t'es transformé en assureur alors? Exactement, je suis allé assez loin là-dedans dans l'exercice. Donc t'as dit c'est ça qu'on veut. C'est peut-être une déformation de mon passé d'avocat, mais donc je suis allé assez loin dans la rédaction là-dessus, ce qui a permis du coup d'accélérer vraiment tout ce processus. Je fais une petite aparté pour les auditeurs. Si vous entendez le shaker, en fait, on est dans un bar, encore une fois, un bar d'hôtel. Et donc, le barman agite son shaker dans tous les sens. Bon, bref, c'était la petite minute break. Je te laisse continuer, excuse-moi. On parlait de la construction du produit et en fait, tu vas me dire, mais pourquoi tu vas aussi loin là-dedans? C'est aussi dans des logiques de volonté d'aller vite. En fait, monter un produit d'assurance et même faire un partenariat classique avec un assureur, ça peut prendre très très longtemps. Et nous, on avait une vraie logique qui doit être propre à toute startup, notamment au début, qui est il faut qu'on aille vite, il faut qu'on puisse tester vite nos hypothèses et donc potentiellement se planter vite si jamais ça se passe. On n'avait clairement pas 1 an voire 2 ans à attendre avant de mettre en place un produit qui, si ça se trouve, allait être testé auprès de différents assurés et n'allait pas du tout fonctionner. Donc cette volonté de ma part de mettre vraiment les mains dedans, c'était aussi ça, c'était accélérer à fond le processus de décision là-dessus. Et on a eu de la chance de tomber sur Sada. Vous en avez vu combien avant que Sada On a vu beaucoup d'assureurs. Te donner un nombre exact est compliqué, mais globalement, on en a vu une vingtaine. Ah oui, quand même. Et là-dessus... tu sentais qu'il y avait un intérêt et ils se disaient que c'était très complexe ou ils ne comprenaient pas forcément où vous vouliez en venir? C'était quoi le... Là-dessus, du point de vue méthode, c'était assez intéressant. En fait, dans l'assurance française, tu as différents agréments
qui sont, alors je me souviens plus du nombre exact, mais je crois qu'ils sont au nombre de 26. Et à chaque agrément correspond une branche spécifique de l'assurance. Donc, par exemple, si tu veux faire de l'assurance santé, tu vas avoir un numéro d'agrément qui va correspondre à pouvoir vendre de l'assurance santé. Donc moi, je m'étais focalisé sur deux branches, qui étaient la branche 15 et la branche 16. La branche 15, c'était la branche spécifique caution, qui était globalement le produit qu'on voulait mettre en place. Et la branche 16, c'était une branche un peu plus variée, qui s'appelait risques pécuniaires diverses, et qui logeait notamment l'assurance loyer impayé. D'accord. Et donc ma démarche côté assureur, ça a été au départ de sélectionner donc les différents assureurs qui avaient la branche 15 en profil. Donc j'ai fait un certain nombre de rendez-vous avec ces gens-là et le retour là-dessus était assez frappant. Tous les acteurs étaient hyper intéressés par la démarche et par le produit qui correspondait selon eux à un produit avec une densité de marché assez énorme. Mais par contre, dans leur vision du produit et sur la branche, c'était beaucoup de B2B. Donc ils étaient sur des cautions avec des montants assez énormes, généralement dédiés aux entreprises. Et donc du coup, la logique de s'attaquer à du particulier sur des primes qui forcément sont un peu moins importantes était un vrai changement dans leur stratégie. Donc en fait, quand je m'en suis aperçu, je me suis dit bon ben finalement il y a la branche 16 qui existe aussi. Voyons si les assureurs de la branche 16 vont avoir le même discours. Et Sada qui était sur cette branche-ci. Sada, ils sont à Nîmes, hein, c'est ça? Donc Sada, c'est un assureur nimois qui a la particularité d'être le premier assureur en France en matière d'assurance loyer impayé. D'accord. Donc c'est des très gros portefeuilles. Ils bossent principalement en B2B avec les agences immobilières. Donc c'est pas souvent un nom qu'on voit en tant que particulier. C'est beaucoup un nom qui est utilisé par les agences immobilières et donc qui font de la souscription pour compte. Et ils ont un plus gros portefeuille que des AXA et Allianz, qui sont des très gros assureurs beaucoup plus connus du grand public et qui sont aussi sur le marché des impayés. Et des assureurs comme Sada, pour le coup, avaient déjà cette logique d'assurance loyer impayé. Donc, vous voyez très bien comment on voulait tourner le produit, quelles étaient les implications réelles en termes de garde-fous et en termes de logique commerciale. Et donc, ça a été des discussions bien plus accélérées par rapport à tous les process qu'on avait eus d'assureurs sur la branche 15 hyper intéressés par le produit, mais en fait n'ayant en leur sein aucun expert de la question domaine impayé et surtout domaine particulier. Intéressant. Combien de temps il s'est passé entre le moment où tu as rebossé les conditions particulières et le moment où vous avez eu l'agrément? Vous avez eu comment, un agrément ou... Ouais, tout à fait, un agrément de l'ORIAS, qui est une procédure pour devenir courtier en assurance. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle d'AssurTech, d'InsurTech en France, il faut savoir qu'à peu près 99% de ces boîtes-là ont ce type d'agrément. Les rares exceptions là-dessus étant des Alan ou des Sena qui, eux, sont allés un peu plus loin dans l'agrément et sont devenus leur propre assureur. Mais donc le moment, j'entendais plutôt le temps entre le moment où vous avez commencé à concevoir le produit de manière intellectuelle et le moment où il a été effectivement distribuable. Ouais, alors ça a été fait de manière assez schématique. Je vais te raconter un peu ma vie. J'ai quitté mon cabinet mi-février 2018. De mi-février à avril 2018, j'ai décortiqué tous les produits. Je me suis paluché pas mal du code des assurances, etc. C'était un vrai moment, plaisir comme avocat. Un moment passionnant. Et on a vraiment commencé à fond nos rendez-vous avec les assureurs à partir de mai, avril-mai, qui a été une phase assez compliquée parce qu'en tant que jeune start-upper, et c'est pas forcément lié à l'assurance, on a un peu l'envie que tout se passe vite, surtout au début, où on est tributaire en fait de personnes qui doivent avancer de leur côté pour que son processus monte. Et c'était assez difficile mentalement de voir que les choses prenaient un temps assez illimité, alors que nous, on était prêts à avancer tout à fait. De manière hyper rapide. Du coup, vous avez eu le temps de développer le front-end pour vos clients. Exactement, on a développé notre site avant, qui était une simple landing page au départ pour leur montrer un peu à quoi ça allait ressembler, etc. Et les mettre déjà dans l'esprit de ce que pouvait être le produit final. On a rencontré Sada en août et en octobre, on avait un accord sur le produit, ce qui est un délai pour avoir un produit. Donc on avait conçu le produit en octobre, on l'a conçu en
2 mois si on oublie les vacances parce Ouais. qu'il s'est pas passé grand-chose là-dessus. Alors que pour un produit d'assurance même qui existe déjà sur une étagère, il faut plutôt compter 1 an et demi Ouais. minimum pour rentrer dans les petits papiers de l'assureur et pouvoir commencer à faire du business ensemble. Parfait. Hyper intéressant. Donc là, vous travaillez avec Sada Assurance. Est-ce que vous êtes intéressé à travailler avec d'autres assurances? Vous n'êtes pas lié à eux particulièrement? On n'est pas lié à eux. On a co-construit le produit avec eux, donc il y a une certaine logique à faire du business avec eux parce que voilà, ils nous ont fait confiance, on leur a fait également confiance, donc c'était un échange de bons procédés. Après, étant assureur, un assureur n'est pas lié à des courtiers spécifiques, hors accords spécifiques avec des clauses d'exclusivité potentielles sur des produits. Mais donc, en tant qu'assureur, ils ont plusieurs courtiers, et notamment beaucoup de courtiers sur la partie loyer impayé. Et le principe d'un courtier, c'est d'avoir le moins de risques possible qui pèse sur lui, et donc d'avoir plusieurs assureurs au niveau produit, donc plusieurs porteurs de risques. Et c'est ce qu'on vise à faire. On est en discussion avec d'autres porteurs de risques qui sont des gros noms potentiellement que je t'ai cités tout à l'heure. On saura bientôt alors. Voilà, exactement, des Allianz, des AXA, etc. Et c'est des gens avec qui on va pouvoir lancer soit des lignes de produits sur ce même produit, assurance loyer impayé ou alors garantie locataire, ou alors sur des produits qui vont être potentiellement des futurs produits d'Uncle, comme l'assurance habitation ou l'assurance propriétaire non occupant. Voilà, les différentes stratégies là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous dire quel serait l'intérêt pour un groupe d'assurance en France ou ailleurs à travailler avec une société comme vous? Alors, travailler avec une société comme nous pour un assureur est top pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on leur permet de tester un énorme marché avec nos propres conditions d'innovation. Donc, on a créé tous nos parcours à la fois souscription, donc côté utilisateur, mais surtout gros back-office. On a créé nous-mêmes notre algorithme de scoring pour vérifier nous-mêmes les dossiers. On a créé nos outils d'algo pour vérifier des pièces d'identité, pour se connecter aussi des impôts, pour se connecter aussi de DataGouv qui nous permet de savoir si une entreprise est toujours active et si du coup elle a bien des salariés. Donc on a toute une logique produit qui nous permet d'optimiser vraiment le temps de traitement des dossiers. Donc aujourd'hui, là où un assureur pourrait mettre une demi-heure sur un dossier, un opérateur chez nous va mettre moins de 2 minutes. Donc c'est une vraie innovation qui permet c'est un outil d'aide à la décision. Donc là-dessus, on est pour le coup très loin par rapport à ce que font des assureurs ou même des courtiers sur le domaine. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur toute l'utilisation de la data qu'on fait. On a une logique qui est d'être en B2C et en B2B. Oui. Donc, on collecte beaucoup d'informations. Et cette information, elle va nous permettre derrière de proposer de façon proactive à des assureurs de réajuster des conditions d'un contrat. Donc, de dire, écoutez, sur tel type de population, on peut peut-être se permettre d'avoir un contrat beaucoup plus large parce que en fait, c'est pas des risques pris. Ou au contraire, warning, là, on a remarqué qu'il y avait un certain nombre de patterns qui existent sur telle population. On vous propose directement de limiter cette partie-là parce qu'on sait derrière que vous allez être généralement assez risque adverse sur prendre de nouveaux risques derrière. D'accord. Donc c'est anticiper en fait les considérations d'un assureur qui est que sur une logique métier, il faut qu'un contrat d'assurance dans sa globalité soit rentable et il faut du coup que la prime correspondant à un risque derrière ramène de l'argent à l'assureur. Intéressant. Voilà. Merci. Et du coup, on ne parlera pas de la réassurance, mais ça fera l'objet d'un autre épisode parce qu'on en avait parlé en préparation de cette interview et j'aurais bien aimé qu'on creuse. Donc, on fera un autre épisode avec toi. Grand plaisir. Merci Mathieu pour tous ces éléments-là. Est-ce que tu pourrais quand même nous rappeler, en gros, votre offre de produits aujourd'hui, votre proposition de valeur chez Uncle ? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé alors qu'on papote depuis tout à l'heure. On s'est monté sur une mission qui est très simple et qui va te donner un peu les clés de ce qu'est Uncle aujourd'hui et ce que sera Uncle demain. On a 2 grosses missions, l'une côté immobilier, l'autre côté assurance. La première mission côté immobilier, c'est de vraiment faciliter la location. Faciliter la location pour qui ? Pour les locataires, pour les propriétaires, pour les agents immobiliers. Faire en sorte, comme on en parlait tout à l'heure, de dénouer ces difficultés d'accès au logement
et faire en sorte derrière que la gestion en soit vraiment facilitée. Et côté assurance, et ça rejoint pas mal des questions que tu avais, c'est faire en sorte que l'assurance soit vraiment simple, transparente, et que quelqu'un qui prenne notre assurance en tant que propriétaire ou en tant que locataire sache que à la fin, il puisse compter sur nous et qu'au moment d'un sinistre, il soit remboursé, soit accompagné dans la résolution de ce sinistre. Donc ça, c'est très bien pour toute la théorie. Qu'est-ce que fait maintenant Uncle en pratique ? On est une boîte qui s'est construite sur un produit simple qui était, on va permettre aux locataires de louer plus facilement un logement en devenant son garant en moins de 3 minutes. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a lancé. C'est une garantie locataire qu'on a donc co-créée avec notre assureur. Le principe est très simple. Le locataire veut avoir le meilleur dossier auprès de son propriétaire. Il va postuler sur Uncle qui va pouvoir devenir son garant et donc empêcher que le locataire ait à remuer ciel et terre pour trouver un garant. Et l'avantage qu'on a côté propriétaire, c'est que en plus de lui offrir une assurance contre les loyers impayés gratuite, on va vérifier et certifier le profil du locataire auprès du propriétaire. D'accord. Donc en fait, un propriétaire va pouvoir sélectionner un locataire Uncle, tout simplement, peu importe son statut, en se disant, ce locataire-là, peu importe son statut, va pouvoir me protéger contre tous les impayés de loyer. Il est certifié. Il est certifié. Le modèle, c'est que le locataire paye chaque mois un petit pourcentage de son loyer et ce pourcentage nous permet derrière d'offrir une garantie de loyer impayé gratuite au propriétaire. Comment tu peux valider que ton locataire va payer, enfin je veux dire, comment tu peux évaluer la qualité de paiement du locataire ? Alors la qualité de paiement, c'est très dur. Et donc on a créé un scoring qui est donc une méthode de validation des dossiers qui prend en compte certains de ces paramètres, surtout basé sur l'historique. Mais pour l'instant, comme tu disais, on est une jeune boîte, donc on n'a pas encore un historique assez grand pour pouvoir avoir un modèle fin en termes de data là-dessus. Mais donc, c'est que de l'apprentissage. C'est, en fait, il faut savoir que c'est pas parce qu'une personne gagne bien sa vie ou inversement qu'elle va forcément avoir plus de risques à ne pas te payer ou inversement. Et donc voilà, on est une question de choix. Voilà, on est de la personne. On est en plein travail là-dessus pour arriver justement à prendre le moins de risques possible et pouvoir ouvrir notre modèle le plus possible. Votre modèle de scoring donc va se reposer sur la data que vous allez petit à petit accumuler. Est-ce que vous avez la volonté aussi d'aller récupérer de la donnée depuis les comptes bancaires en utilisant l'open banking du locataire ? Ça, c'est dans les plans. Ça, c'est dans les plans de développement, en effet. Qu'est-ce qu'on fait et quelle data on récupère côté locataire et même côté propriétaire ? Le locataire, dans notre produit garantie locataire, doit remplir un petit formulaire. Donc là, c'est du déclaratif et derrière, il va uploader un certain nombre de documents. Qu'est-ce qu'on va faire au moment où il valide son profil ? Il y a un scoring qui est automatique, qui est noté sur un certain nombre de conditions qui apparaît chez nous. Donc c'est une couleur verte, orange ou rouge en fonction de si le dossier va être dans nos critères ou en tout cas doit être requalifié par la machine avec un score qui va de 0 à 100 qui va pouvoir déterminer notre probabilité à pouvoir mener ce dossier jusqu'à la fin. Et en fait, en fonction des documents qui sont envoyés par la personne et en fonction de leur certification, etc., ce score va évoluer à la hausse ou à la baisse et donc va déterminer à la fin notre capacité ou non à pouvoir nous porter garant de cette personne. Intéressant. Et donc pour répondre, je suis désolé, j'ai même pas répondu à ta question sur l'open banking. J'allais reposer d'une autre manière. Non, mais c'est un axe de développement complètement parce que qui dit open banking dit que tu as accès forcément à de la data auquel tu n'aurais pas accès avec l'upload de documents. Mais en plus de ça, le côté intéressant, c'est que en ayant de l'open banking, tu vas potentiellement diminuer la friction qui veut que en fait un mec va avoir du mal à uploader ses documents alors que là tu as juste une autorisation à demander et une personne qui peut potentiellement juste mettre ses identifiants et son code et c'est bon. Après en termes de logique de scoring, ça implique une logique totalement différente qui est que les datas que tu demandes sur ton profil de base, à savoir la pièce d'identité, l'avis d'imposition, etc., sont peut-être pas forcément des datas que tu vas retrouver si tu fais que de l'open banking. Donc il y a un vrai modèle de scoring à trouver et donc du coup des vraies implications côté produit avec une vraie disparité envers un modèle plutôt traditionnel auquel que l'assureur connaît et auquel il a accès, avec un modèle un peu de renouveau basé sur des éléments que tu crées
Donc on a déjà établi un scoring sur de l'open banking, mais c'est des vraies logiques différentes et donc ça nécessite d'être mis dans une roadmap produit de façon assez précise pour derrière dérouler. Parfait, merci beaucoup. Pour juste finir cette partie-là, votre cible de clients, c'est plutôt quel type de clientèle ? Ouais. Alors, on fonctionne, nous, sur 3 canaux. J'ai parlé de la garantie locataire qui est le premier produit qu'on a lancé. On a lancé un nouveau produit pendant le confinement qui est une assurance loyer impayé qui, celle-ci, est destinée aux propriétaires. Donc, on a 2 types de clients différents qui sont le locataire d'un côté et le propriétaire de l'autre. Donc, c'est 2 produits à la vision complètement différente parce que d'un côté, tu as un locataire qui veut une garantie pour renforcer son dossier et de l'autre, tu as un propriétaire qui est dans une logique patrimoniale qui veut protéger ses loyers. Les effets sont complètement différents, les effets sont complètement similaires entre les 2 produits. Le propriétaire va être remboursé contre ses impayés de loyer si jamais il y a un défaut de paiement du locataire, mais la vision du produit est complètement différente. Donc on a ces 2 produits-là. Les canaux qu'on utilise, c'est un canal direct sur notre plateforme où là on vise à la fois des locataires, des propriétaires et des agences immobilières qui peuvent être un intermédiaire qui va nous servir pour distribuer soit l'une, soit l'autre en fonction de leur volonté. On a développé un SaaS spécifique pour les agents immobiliers dans lequel ils vont avoir une réponse directe sur leur dossier locataire. Donc là, ils peuvent savoir si le locataire est éligible à une garantie locataire ou s'il peut être mis sous une assurance loyer impayé qui peut être pris par leur propriétaire bailleur. Et la dernière logique, c'est une logique purement B2B2C, où là, on va être intégré sur des plateformes, notamment d'annonces, type PAP, avec lesquelles on est en partenariat. En parler. Et donc ces plateformes sont vraiment au cœur de la recherche immobilière. Et donc, il y a un effet assez top pour nous qui est que on capte un locataire au moment où il fait sa recherche d'appartement et au moment où il a envie d'avoir le dossier le plus sexy possible pour son propriétaire. Donc, on a pas mal de leads qui arrivent de ces plateformes-là. Alors, si tu te projettes niveau produit et développement, vous avez fait une première levée. Alors, on va malheureusement pas pouvoir aller dans le détail, mais j'ai adoré la façon dont vous avez procédé pour faire votre première levée. Il y a encore des sujets que je voulais aborder avec toi, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose avant qu'on clôture ? Écoute, non, je serais ravi que tu me réinvites pour reparler de la partie 2. Dans un an. Voilà. Est-ce que tu ne recommanderais pas un livre avant qu'on se quitte ? Alors, je lis pas mal de bouquins en ce moment pour arriver à structurer encore mieux la boîte. On a eu une approche assez radicale au début qui était on a envie de créer des process dès le départ pour ne pas être complètement nu sur tous ces aspects-là. Mais il y a un bouquin en ce moment que j'ai pas mal aimé, qui est un bouquin très pratique qui s'appelle Dream Team de Ludovic Géraudon. Qui est un entrepreneur ? Qui est un entrepreneur qui fait partie du réseau Entreprendre, qui a auto-édité son livre. D'accord. Et qui donne des conseils très pratiques sur comment manager au quotidien, comment se séparer d'un collaborateur, comment faire des entretiens annuels, comment organiser un séminaire de boîte. Donc c'est un bouquin très pragmatique que j'ai beaucoup aimé. Les entrepreneurs, ils retrouveront pas forcément des notions très très creusées parce que ça aborde quand même beaucoup de sujets et c'est très ça va directement au but. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai trouvée très intéressante. Parfait. Merci beaucoup Mathieu. J'en prie. Merci Solène pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.